Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Vas-y, c'est Cécile. Pas de souci. Voilà, bienvenue sur le webinaire Améliorer la trésorerie de votre entreprise avec la gestion et le suivi de vos créances clients. Je suis Cécile Magron et donc avec mon collègue Sylvain Pénican, nous allons animer ce webinaire. Je ne sais pas si on attend encore quelques instants, voir s'il y a des retardataires, ou alors est-ce qu'on commence déjà? On va commencer, là, il est 9h02, comme ça. Très bien, au pire. De toute façon, il y aura un replay donc, qui sera à disposition pour ceux qui auraient raté des passages. Du coup, Sylvain, je te laisse peut-être commencer avec ta partie. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc pour 45 minutes, on va essayer de tenir le timing. Un webinaire qui va être décomposé en deux parties. Donc la première partie qui va être la présentation en fait, de notre solution informatique qui permet à la fois de faire les factures et de gérer vos créances clients. Donc cette solution qui s'appelle Mon Expert en Gestion permet différents éléments, à la fois la facturation, la gestion de vos achats, de la caisse, aussi un suivi de la banque avec des remontées automatiques et la gestion des notes de frais pour vos salariés. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie facturation. Donc, avec le module qui permet donc de gérer vos contacts, d'avoir une gestion des articles, de personnaliser aussi vos factures selon certains modèles, de pouvoir indiquer des coûts de revient et notamment ça permet de calculer des niveaux de marge, d'effectuer vos devis, factures de façon illimitée et forcément en adéquation avec la réglementation, et puis de gérer aussi les relances. Du coup, à savoir que sur cet outil, il existe aussi des vidéos qui permettent en fait de répondre à différentes questions. C'est des vidéos assez courtes qui ont été créées afin d'aider les utilisateurs pour répondre en fait à toutes les questions. Donc maintenant, je vais vous partager mon écran avec l'outil en question pour vous faire un peu une démonstration comment il fonctionne et de voir en fait les différents items et notamment le tableau de bord que l'on appelle en interne dans cet outil. Alors, hop. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Je ne sais pas si au niveau du chat, n'hésitez pas à l'indiquer si vous ne voyez pas mon écran. Moi, je vois en tout cas. Ok, et ben alors c'est parti. Alors, lorsque vous connectez sur l'outil, vous arrivez sur cette page de présentation où on y voit différents items. Le chiffre d'affaires du mois comparé s'il est indiqué à N-1. Et si vous utilisez l'outil depuis plusieurs années, bah, du coup, en fait, ça se met automatiquement. Mais il est possible de l'incrémenter de façon manuelle pour avoir un suivi. Le niveau de la marge, je vous expliquerai après comment on peut l'avoir. Et après, donc, la gestion des ventes et les règlements attendus, etc. Le plus simple, c'est de vous faire une démonstration. Donc, je vais vous montrer les différents schémas. Il en existe, on va dire, deux. Là, je vais vous en présenter qu'un. En fait, il existe soit le fait de faire des devis et transformer en facture, soit de pouvoir faire des bons de commande qui se transforment après en bons de livraison et après en facture, tout en sachant qu'il est possible aussi de directement faire des factures, parce que certaines activités ne génèrent pas de devis, hein. Il y a directement une facturation qui est établie. Mais donc, je vais vous montrer en partant du devis. Donc là, vous voyez, là, il y a différents devis. On voit qu'il y en a en fonction des états, on voit les états d'évolution. Ça permet aussi d'avoir des suivis. Je vais vous montrer après pourquoi. Donc, on va simplement créer un devis. Donc, soit vous avez déjà créé votre client existe déjà et donc vous le choisissez dans votre liste, soit vous pouvez faire un nouveau client. Je vais créer un nouveau client, je vais mettre Monsieur Pélican, Sylvain, hop. Et là, vous voyez, c'est assez simple. On n'a pas besoin de mettre d'autres éléments, mais on ira voir après plus tard, on peut rajouter des informations complémentaires.
peut mettre une référence si on fait référence à quelque chose de particulier, mais dans tous les cas, dans le devis, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation là dans cette étape-là. Ensuite, il faut mettre par contre l'adresse. Donc, je vais mettre, hop. Il va se remettre directement sur le client en question. On est obligé d'avoir une gestion par article. C'est-à-dire que vous pouvez soit créer des articles ici, j'y reviendrai après dessus, soit donc des articles vraiment unitaires. Si on va dire si vous avez une activité plomberie, électricité, des choses comme ça, vous pouvez créer tous les différents types d'articles et on peut même les intégrer si vous avez déjà une base Excel ou après en fonction des activités, si vous êtes prestataire ou autre, on peut créer un article générique, enfin même si vous êtes en artisan ou autre, hein, vous pouvez créer un article générique et après vous faites des modifications. Là, je vais par exemple parler de mission de recrutement, par exemple, pourquoi pas. Donc là, j'ai un article qui est du coup générique. J'ai mis un prix unitaire qui est déjà incrémenté, qui est dans la base de l'article. Et après, je peux venir le modifier comme je le souhaite, soit en les nombres de quantités, soit le prix unitaire. Ça vient changer. Je peux mettre des montants de remise. Là, même si j'ai implémenter des informations sur l'article, je peux venir modifier à tout moment sur cet article en question dans la base. Ça ne vient pas changer la base article, mais ça vient changer le corps de ma facture. Ensuite, je peux mettre soit une description ici. Je vais mettre par exemple Monsieur Dupont, voilà. Ou, si je le souhaite, là donc, je vais vous montrer après à quoi ça ressemble. Si je le souhaite, je peux mettre un commentaire en dessous. Derrière, je peux sauvegarder ou enregistrer. Donc, sauvegarder, c'est juste que ça permet de sauvegarder la facture et enfin le devis et je reste dessus. Si je fais enregistrer et terminer, ça me sauvegarde le devis et ça me sort, on va dire, de l'état. Par contre, vous voyez, il est toujours mis en mode brouillon. Si je veux voir si je veux le voir ou modifier, là, je peux aller sur le crayon pour modifier. Ici, j'ai tous les items. Je peux supprimer. Pour le moment, il est encore en mode brouillon, donc il n'y a pas d'impact. Je peux le dupliquer. Je peux soit envoyer le devis par mail, mais il sera affiché en mode brouillon et non pas en mode devis définitif. Et soit je peux sauvegarder et afficher en PDF. Donc là, je peux afficher le PDF et vous voyez, mon devis, il ressemble à ça. Derrière, vous pouvez modifier différents éléments. Là, vous voyez qu'il y a un logo, on peut mettre le logo de votre entreprise. On peut y mettre les informations, toutes les informations légales, les intégrer évidemment. Là, on a un code article. Si vous voulez pas faire apparaître le code article, on peut le faire retirer. Si vous voulez pas faire apparaître les quantités, tous ces éléments-là sont modifiables dans la facture. On peut changer aussi un peu la colorimétrie de façon assez sommaire, mais globalement, ça ressemble un peu à toutes les factures que vous pouvez avoir sur le marché. Vous voyez qu'il y a même un filigrane dans le fond qui peut être aussi modifié. Mettre votre logo derrière en filigrane, c'est aussi une possibilité. Et vous... Alors, attendez, je reprends la question après. Et après, vous pouvez aussi mettre des pièces jointes. Par exemple, les conditions générales de vente peuvent être intégrées. Donc, comme ça, à chaque fois que vous envoyez votre devis ou votre facture, derrière, vous envoyez avec les conditions générales de vente. Donc là, une fois qu'il est, soit il est accepté ou refusé, bon, ça a une importance parce que ça permet aussi d'avoir un suivi, où il faut avoir des états qui permettent de faire un suivi du nombre de devis effectués et du nombre de devis validés, refusés, qui permet de pouvoir faire des statistiques, in fine, en fin d'année ou tous les mois ou autre. Là, je vais mettre comme quoi il est accepté. Donc là, je vais retourner, enregistrer, sauvegarder. Vous voyez, là, il est accepté, mais il n'est pas encore mis en facturé. Et si je retourne sur mon tableau de bord, là, pour le moment, je n'ai pas de chiffre d'affaires de générer. Forcément, c'est en attente. Et même si je vais, donc j'ai des analyses qui me permettent de voir différents éléments. Et là, notamment ici, on voit que j'ai un devis accepté et non facturé. Là, j'en ai un pour 1 280 € hors taxe. Ça permet d'avoir un suivi aussi, ça c'est très important parce qu'on peut avoir des devis, on les a acceptés, on a peut-être déjà même commencé à travailler sur le chantier, le marché et autres, mais au final on a oublié de le facturer. Donc là au moins ça permet d'avoir
un suivi et de se poser la question, comment ça se fait? On a des fois des clients qui se trompent, ils ont fait le devis, il a été accepté, et derrière, ils vont dans facturer directement. En fait, au lieu d'aller sur les devis, ils vont dans facture et ils font créer une facture. Alors que techniquement, là, on n'a pas besoin. Je retourne sur ma facture qui a été acceptée. Et là, alors, tout en sachant que je peux encore faire une modification là, à ce moment-là. Ce n'est qu'un devis. C'est-à-dire que si finalement le client il m'a dit bah, j'en ai besoin de 3, on peut encore remodifier les 3, c'est pas un problème. Et là, sinon, bah, par contre, je peux faire facturer. Je fais facturer. Derrière, vous voyez bien, l'item, l'état, il est mis en facturé, il n'est plus en mode brouillon. Du coup, je le retrouve dans mes factures. Là, je vais mettre à aujourd'hui, ce sera plus simple. Hop, du coup, nous sommes le... Hop. Là, vous voyez, par contre, la facture est en mode brouillon. Elle n'est pas encore définitive. Donc là, ici, je peux en effet venir rechanger. Au final, le client, il y en a eu un 3e, on s'est mis d'accord. Je peux le changer. J'ai un aperçu. Ça m'a modifié bien les 3. J'ai la même chose, mais là, on est en facture brouillon. Elle n'est pas encore définitive. Pour la passer en définitive, je clique sur valider. Et vous voyez, la chose très importante, notamment dans les mentions obligatoires, c'est qu'il y a la référence du devis 00019, qui s'est mis en automatique. Donc, ce qui est quand même beaucoup plus simple que si on avait dû le ressaisir manuellement. Je clique sur valider. Là, ça vous met un message. Attention, la facture est définitive. Une fois que j'ai validé, je ne pourrai plus la modifier. Je clique sur valider. La facture est devenue validée. Et si je retourne sur mon tableau de bord, vous voyez, là, j'ai un chiffre d'affaires qui s'est créé de 1920 €. Une marge de 1920 €, et ça je vous expliquerai pourquoi elle est créée de 1920 €. Et là, j'ai les chiffres d'affaires, j'ai les ventes à venir. Donc ici, nous sommes en hors taxe, ici, nous sommes en TTC. Et donc après, on va voir aussi ce qui nous intéresse, c'est la notion de suivi des créances. Donc ça, on y reviendra juste après. Sur les factures, il y a eu un problème. Au final, il faut que je fasse un avoir. Au lieu de créer de... Enfin, de toute façon, je ne peux pas forcément créer de facture négative. Je clique sur ma facture, sur avoir, et là, 2 possibilités. Soit je fais un avoir total, puis je refais une nouvelle facture, soit finalement, bon, il y a un recrutement qui n'a pas été bon là dans le cas présent. Je fais moins un recrutement, j'enregistre. Là, il est toujours en mode brouillon, mon avoir. Il n'est pas en mode facturation. Je le valide. Là, oui. Et là, d'ailleurs, je vais retourner après sur mon avoir en question. Là, vous voyez, ça met la référence avoir sur la facture numéro FAC 00019, qui est aussi une obligation d'un point de vue suivi des factures et des avoirs. Donc comme ça, là, tout de suite, l'avoir il s'est mis. Et si je retourne sur ma page principale, mon chiffre d'affaires a été impacté et aussi mes règlements attendus. On était à 7000 quelque chose juste avant. Là, on est à 6706. Pour la gestion de la marge, je vais juste vous montrer au niveau des articles. Il est possible au niveau des articles, donc là, je peux créer manuellement un article. Si je prends ma mission de recouvrement, là, j'avais indiqué que j'avais un prix d'achat moyen de 0. Parce que je n'ai pas renseigné quoi que ce soit. Je pourrais très bien dire, si je prends, là, on avait mis, si je pourrais très bien indiquer prix d'achat moyen. Si je calcule un prix de revient en interne ou quand c'est un article en lui-même qui a été acheté, je pourrais dire que ça me coûte 300 €. Et donc, du coup, comme ça, là, je sais que je veux le vendre en prix de vente 800. Derrière, ça, en fait, ça me calculera automatiquement des taux de marge. Là, ça ne l'a pas pris en compte parce que du coup, quand on a créé l'article était déjà créé avec un taux de marge, avec un prix de revient à 0, donc du coup, ça n'a pas été, ce n'est pas en dynamique non plus. Il faut quand même le modifier c'est pour le prospectif. Et ça permet d'avoir un ordre d'idée, puisque là, tout à l'heure, je vous ai mis dans analyse, je vous ai sorti, il y a des états. On peut sortir des états de synthèse. Donc là, même la facturation synthèse qui montre certains éléments. Tout à l'heure, vous voyez, la devis accepté non facturé, il n'y en a plus. Devis transformé, il y en a eu 7 sur 8 de transformés sur notre module. Là, on voit les clients les plus facturés. Donc là, on a les clients qui sont les plus facturés sur les derniers mois. Donc le chiffre d'affaires de l'exercice.
Après, on a les échéances non réglées les plus anciennes. Et on peut même sortir des états. On peut soit sortir des états en fonction de la plage que l'on souhaite, soit par article avec un taux de TVA différent, et par client. Ça permet aussi de pouvoir faire soit des palmarès clients, ou notamment si vous avez si vous travaillez avec des professionnels et que vous avez des notions de remise de fin d'année à devoir sortir, etc., ça vous permet de pouvoir ressortir assez facilement les données. Du coup, maintenant, on va aller voir sur, si je retourne sur l'état principal, c'est notamment la gestion des créances. Donc là, vous voyez, j'ai des factures qui sont anciennes. Ça me permet de voir déjà ce que je dois encaisser. Et hop là, j'ai cliqué un peu trop vite, je reviens en arrière, excusez-moi. Ce que je dois encaisser à l'avenir, donc 0 à 8 jours, 9 à 30 jours et plus de 30 jours. Donc ça, c'est en fonction des informations qu'on a enregistrées dans la facture. Dans la facture, on a pu mettre une information en indiquant comme quoi notre client nous payait à 15 jours fin de mois, 30 jours de fin de mois, à réception de facture, peu importe. On a indiqué une information et donc du coup, c'est retranscrit directement dans les règlements attendus. Là, par contre, j'ai des clients qui n'ont pas payé et pour le coup, qui sont en négatif. On est à 0,30 jours et là, à plus de 30 jours. Donc là, je peux cliquer sur l'icône en question et je vois les factures en question qui n'ont pas été payées. Soit c'est une erreur de ma part et au final, le client en question a bien payé la facture. Il faut que j'aille cliquer sur régler parce que pour le coup, le règlement, on doit l'inscrire de façon manuelle. Il y a la possibilité avec certains matchs avec le logiciel, quand vous reprenez la banque, de pouvoir voir de pouvoir faire des rapprochements. Comme la plupart des outils, les rapprochements ne sont pas non plus, c'est pas non plus optimal, mais ça fonctionne bien si c'est fait par virement, des choses comme ça peut fonctionner parce qu'il rapproche par montant. Mais dès lors que vous avez des factures avec des montants relativement similaires, ça va pas rapprocher. Et puis notamment si vous avez des factures par règlement de chèque, là évidemment, il va pas forcément pouvoir le faire non plus. Donc du coup, vous cliquez sur régler, ça vous permet de voir la date de règlement. Je vais indiquer finalement qu'il m'avait réglé à telle date, je valide. Et là, si je retourne sur ma facture antérieure, enfin sur mon état de synthèse, vous voyez, on n'a plus le montant en question. Je clique dessus et j'ai plus que mes deux factures qui sont là. Après, ça peut permettre aussi de voir le détail de l'échéance. Et derrière, s'il y a des règlements multiples, s'il y a détail des échéances de la facture, on peut voir s'il y a eu si on ajoute une échéance, si le client nous a demandé, on peut ajouter une échéance et puis mettre comme quoi là il y a un montant qui est, on va dire, 600 €. Et là, on va mettre au 30 juin. Voilà. Là, on va mettre qu'elle est réglée et l'autre, elle n'est pas réglée. Et donc, du coup, vous avez vu, ça me l'a sorti complètement parce que la date d'échéance pour l'autre, elle n'est pas encore passée. Et vous avez vu en haut, il y a là aussi la possibilité de faire des relances. Donc là, je vois les. Hop. Tac. Donc, je fais une relance. Voilà. Je prends les factures en question. Donc là, c'est les factures en question de mon client, Monsieur Dupont, de Monsieur Lamellé, et bon, après là, de moi à l'instant, mais la date, parce que la date d'échéance est du 12/7/2023, on n'avait pas mis de date d'échéance particulière. Là, les dates d'échéance sont passées. Et donc, je peux tout sélectionner et valider. Je valide, ça me crée les relances. Et si je clique dessus, je peux voir le PDF. Hop. Ça envoie en fait comme dans le même serveur, on va dire, que la facture, que vous pouvez directement envoyer à votre client. La possibilité d'envoyer la relance. Ça génère un mail qui envoie directement le document en pièce jointe à votre client. Vous pouvez joindre aussi un autre fichier si vous le souhaitez. La seule problématique, entre guillemets, que vous aurez, c'est que si vous avez une signature, dans le mail préparamétré dans le logiciel, la signature de mail ne pourra pas figurer. Donc là, soit deux options, soit vous dites, c'est pas gênant, je fais avec et puis je l'envoie quand même comme ça. Soit vous envoyez la relance et puis après, derrière, vous la téléchargez et vous l'envoyez par mail. Bon, après, ça dépend de chacun, j'ai envie de dire. Du coup, voilà. Après, il y a différents niveaux de relance, hein. On
on peut les gérer. Ça dépend en fait des dates d'échéance, si elles sont plus ou moins anciennes ou pas, et depuis combien de temps on a fait des relances. Donc là, après, on a un niveau 1, là, on est en niveau relevé. Donc là, niveau 1, on est sur un niveau après examen. Nous pensons qu'il s'agit d'un oubli. Enfin, en fait, le niveau de relance est différent et c'est textuellement qu'il y a une modification, ou dans un premier temps, on va dire qu'on est un petit peu plus l'amiable, et après on peut être un peu plus durcir, et ça c'est ce qu'on verra après avec Cécile. Je ne vous ai pas non plus tout montré, parce qu'après le temps passe, je vais commencer à répondre un peu à vos questions, et puis comme ça je pourrais laisser la main à Cécile. Il y a différents autres items, hein, qui existent. Là, vous voyez, je vais juste vous montrer les contacts. On peut créer des contacts en automatique. On peut aller derrière là, dans le contact et le modifier. Et on peut mettre beaucoup plus d'informations que ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Tout à l'heure, quand on le crée, en créant le devis ou la facture, on peut mettre d'autres informations, enfin, on peut mettre des informations juste, celles qui sont limitatives et qui sont importantes pour la créer. Et après, vous pouvez mettre beaucoup plus d'informations une fois que vous allez dans le module contact. Là, vous voyez, on peut mettre le téléphone, le mail, des commentaires. Le mail, c'est important parce que finalement, dès lors que je voudrais faire une relance ou envoyer le devis, ça le prendra directement. Alors que vous avez vu tout à l'heure, il n'y avait pas le mail, il fallait que je le renseigne. D'autres possibilités, on peut créer des modèles de factures qui permettent et d'être attachés à des clients, dans la mesure où si vous avez des clients qui sont étrangers, donc du coup qui n'ont pas les mêmes réglementations d'un point de vue mention légale, etc., vous pouvez d'ores et déjà créer un modèle rien que pour eux. Si vous avez si vous avez un modèle de facture qui est différent des particuliers par rapport aux professionnels, pareil. Il y a aussi ceux qui sont notamment dans le bâtiment quand ils font de l'autoliquidation. Vous pouvez créer un modèle de facturation spécifique en cas d'autoliquidation. Et si vous savez que vous avez un client pour lequel vous travaillez toujours en sous-traitance et que vous êtes en autoliquidation, vous pouvez afficher directement le modèle sur ce client-là. Comme ça, à chaque fois que vous créez un devis ou une facture, c'est directement ce modèle-là qui va se mettre. Et il n'y aura pas besoin d'aller rechercher dans la liste. Donc voilà, ça c'est tout un tas de petites choses qui peuvent être intéressantes et notamment à prendre en considération. Et puis ne pas hésiter à poser la question après à votre chargé de dossier, hein. Ça c'est pas un problème. Alors du coup, je vais prendre là, il y a deux questions. Est-ce que l'outil est adapté au BTP? Est-ce que l'on peut faire des états de situation de travaux et avoir... Alors, les états d'avancement, pour être transparent, ils sont en train d'évoluer. Enfin, l'outil MEG est en train d'évoluer pour le bâtiment notamment, et pour faire des états d'avancement, parce qu'il y a il y a une solution qui s'appelle, qui est en mode BAT Pro. Euh, je ne l'ai pas totalement utilisé de mon côté. Mais là, dans l'outil que je viens de vous présenter là, comme ça, textuellement, il n'est pas spécialement adapté. Ça dépend après, voilà, si vous faites vraiment des états d'avancement ou quoi, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a une formulation qui existe, spécial bâtiment. Limite, n'hésitez pas à demander à celui qui s'occupe de votre dossier pour voir ce qu'il peut, ou même à prendre rendez-vous si vous n'êtes pas client FCN. Et on pourra voir spécifiquement pour vous présenter l'outil en mode bâtiment. Pour les relances, la relance en anglais est-il possible? Bah oui, après là, la relance, vous écrivez le texte que vous souhaitez, hein. C'est vous, vous pouvez créer vous-même les états, enfin les niveaux de relance. Donc il n'y a pas de problématique particulière là-dessus. Si, une petite chose, peut-être que certains ont fait le webinaire facture électronique la semaine dernière. L'outil MEG répond aux attentes de la facture X et donc du coup de la facture électronique. Donc juste pour rappel, une facture électronique, c'est pas une facture PDF, c'est une facture qui va suivre un schéma d'écriture et un schéma informatique différent. Et donc du coup, l'outil là que je vous ai présenté respecte la norme et de la facture X. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Euh, Alors, c'est un transfert, là, pour le transfert vers Cégide, c'est un transfert via TRA, qui permet aussi de remonter les pièces jointes directement dans Cégide. Donc, c'est ici, on a action rapide, exporter les écritures. Après, EBP, l'import des données depuis EBP ou dans EBP?
depuis EBP. C'est-à-dire, c'est de pouvoir reprendre vos fiches contacts, etc. C'est ça que vous voulez? Alors, normalement, dès lors que votre outil EBP, donc ça, je vais répondre à la première question parce que je pensais que c'était en lien aussi. Donc, pour les transferts dans Cegid ou même dans d'autres outils comptables, il est possible, en fait, on fait un export en TRA. Donc qui est en fait le format un peu comme pour le FEC, qui s'intègre du coup dans les différents outils comptables, qui derrière, ça permet aussi de rattacher, après ça, je sais que dans Cegid c'est possible, et dans d'autres outils ça l'est aussi, mais est-ce que dans tous ça l'est, ça c'est autre chose, mais de rattacher même la pièce jointe. C'est-à-dire que derrière, quand vous êtes dans votre outil de comptabilité, vous avez votre écriture comptable qui apparaît, donc que ce soit à la fois dans les modules achat et modules vente, hein, mais là on parle du module vente. Vous avez votre ligne comptable vente qui apparaît et derrière, vous avez la pièce jointe de la facture qui est en automatique, qui est rattachée à l'écriture. Donc, ça permet aussi de fluidifier la recherche des documents. Ensuite, pour le transfert de données d'un outil de facturation vers cet outil-là, et notamment des contacts clients, des codes articles, etc., c'est possible dès lors que vous avez une base article Excel. Donc, si là, je sais qu'on l'a déjà fait, on peut intégrer une base article Excel dans Meg. Et donc, du coup, on peut depuis un outil. Après, pareil, ne pas hésiter, on peut très bien créer un fichier test. On regarde si votre module il fonctionne bien. Et puis, si l'outil fonctionne et qu'on peut réussir à l'intégrer, bah, on la réintègre directement. Peut-être. Alors là, peut-être accessible par Fréon. Ah oui, oui. Là, en fait, l'outil, si vous voulez, là, moi, je suis sur une vision comme en interne, mais la grande force qu'il y a, c'est vrai que ça, vous faites bien de poser la question, mais on a l'accès, nous, les collaborateurs internes à FCN, on a accès à votre outil. C'est-à-dire que si demain, vous avez une problématique, vous ne savez pas le devis, vous avez un problème sur le devis, la facturation ou quoi, bah, en fait, on peut directement le récupérer. Et notamment, nous, les outils que l'on a, les clients qui utilisent cet outil-là, bah, en fait, on récupère directement les factures, c'est nous qui faisons la manipulation et c'est pas le client qui nous envoie les documents, c'est nous qui récupérons directement. Bon, du coup, par contre, je pense, laisser la main à Cécile parce que là, le temps passe. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas même à les faire remonter à vos chargés de dossier et puis on pourra y répondre sans problème. Cécile, je te laisse la main. Merci beaucoup, Sylvain. Donc, du coup, dans la partie de Silver, nous venons de voir comment le logiciel MEC peut vous aider à suivre vos encaissements et à relancer vos clients dans les temps. Il vous permet également d'avoir une facturation avec toutes les mentions obligatoires, ce qui est important pour pouvoir ensuite améliorer votre trésorerie. Aujourd'hui, nous constatons que beaucoup d'entreprises sont placées en procédure collective car en fait, elles n'ont pas réussi à améliorer leur trésorerie. Donc nous, ce que je vais pouvoir vous expliquer, c'est comment le recouvrement de créances et le suivi de votre facturation peuvent vous aider en fait à agir sur votre trésorerie. Alors, déjà, premièrement, qu'est-ce que le recouvrement de créances? Donc, tout simplement, c'est la possibilité d'user de tous les moyens légaux, amiables ou judiciaires, pour pouvoir obtenir du débiteur le paiement de votre créance. En effet, nous sommes arrivés au constat du lien étroit entre le recouvrement de créances et la trésorerie suite au retour d'expérience de nos clients. On a constaté que beaucoup de nos clients sont confrontés à des retards de paiement pour de nombreuses raisons. Donc, je vais vous énumérer les plus fréquentes. Donc, premièrement, lors de la présentation des comptes, nos experts comptables font part à leurs clients de leur inquiétude quant au montant du poste client. Et souvent, donc, nos clients répondent qu'ils ont laissé le retard s'accumuler car ils se sont concentrés sur leur cœur de métier. En effet, le recouvrement n'est pas la partie la plus agréable à faire et malheureusement, ça peut fragiliser la société. Deuxième raison, lorsque certains clients doivent payer une facture qui est très importante pour vous, mais malgré la mise en place de procédures, soit le client ne répond tout simplement pas, soit il fait des promesses qu'il ne tient pas.
Troisième raison, tout simplement lorsque c'est un client qui est très important pour votre société. Vous avez donc une relation commerciale qui est privilégiée avec lui et vous ne voulez pas le relancer par peur d'impacter cette relation commerciale. Donc ça, ce sont les trois causes les plus importantes que nous avons pu constater. D'autres causes peuvent également agir sur votre trésorerie, notamment le manque de temps qui pousse donc à remettre à plus tard les tâches annexes. Également le manque de personnel ou le manque d'outils, notamment lorsque les impayés sont importants. Ou tout simplement également la méconnaissance des pratiques. Toutes ces situations, malheureusement, si elles ne sont pas prises en charge rapidement, vont impacter votre trésorerie de manière négative, donc entraîner une dégradation de celle-ci, et cela peut nuire à votre compétitivité et rendre votre entreprise plus vulnérable. Alors, petit aparté également, attention, car en cas de procédure collective, nous avons constaté que, en fait, les juges peuvent condamner un dirigeant s'ils estiment qu'il n'a pas mis en place de procédure adéquate pour remédier aux impayés. Ça peut en effet être considéré par les juges comme un genre de soutien abusif aux débiteurs de la société. Et donc, les conséquences peuvent être doublement dramatiques pour la société. Donc, afin de remédier au maximum aux impayés, nous vous proposons de passer en revue 2 procédures à mettre en place, ou si elles sont déjà mises en place dans votre société, nous vous proposons comment les améliorer. Premièrement, donc, il faut désigner une personne en charge du suivi, des encaissements et des relances. Alors, en fonction de la taille de la société, le profil peut varier. Si c'est une petite structure, c'est le dirigeant qui s'en charge. Par contre, si l'entreprise est plus importante, il peut être intéressant de déléguer cette mission à un collaborateur. Dans ce cas, il est important de s'assurer que la personne chargée de cette mission possède les qualités requises pour pouvoir mener cette tâche à bien. Donc, les qualités requises, premièrement, c'est la polyvalence. Également, donc, il faut que ce soit une personne à l'aise avec les chiffres comme avec les personnes. Il faut également savoir faire preuve de diplomatie, d'empathie, mais également de fermeté. Et dernièrement, donc, il faut avoir une capacité de négociation et de persuasion, tout simplement pour pouvoir convaincre le débiteur de régler. Deuxièmement, il faut également mettre en place un calendrier de procédure avec les actions à mener à chaque étape franchie. Donc, les actions, dans le cadre du recouvrement de créances, se décomposent en 2 phases principales. Donc, vous avez en premier la phase amiable, puis la phase judiciaire, donc dans cet ordre. Pour la phase amiable, le but est d'obtenir un règlement volontaire de la part de votre débiteur. Il est important de noter que quel que soit l'état d'avancement de la procédure, il faut le plus possible garder une possibilité de transaction amiable afin de pouvoir éventuellement conserver la relation commerciale. Également, il faut agir très rapidement. En effet, dès que les factures arrivent à échéance et ne sont pas payées, cela peut donc être préjudiciable pour votre trésorerie. Mais il faut savoir que ça peut également être le signe de difficulté de votre client. Et si rien n'est fait pour les résoudre, cela peut s'aggraver dans le temps et impacter votre société également. Également, donc, il faut savoir que la phase amiable du recouvrement est la partie la moins onéreuse. Elle se compose donc tout d'abord de la relance téléphonique, puis de la relance écrite. Donc, ça peut être par mail ou par courrier. La relance amiable n'est pas obligatoire juridiquement. Par contre, nous vous conseillons fortement de passer par cette étape, car dans 60% des cas, elle peut suffire à débloquer un règlement de votre débiteur. Donc, on commence en général par une relance téléphonique. Donc, ça peut être 5 jours après la date d'échéance de la facture. Pourquoi on commence par la relance téléphonique? Simplement parce que ça permet en fait de comprendre la raison du non-paiement des factures. Si la relance téléphonique n'a pas d'effet, il faut passer ensuite à la relance écrite, donc environ 10 jours après la relance téléphonique.
Alors attention, cependant, il est important de ne pas démultiplier les relances, car de nombreux rappels sur plusieurs mois ne feraient que réduire votre crédibilité et votre volonté réelle de vous faire payer. Cependant, ça peut être à nuancer en fonction du montant de votre facture. Si c'est une facture dont le montant est très important, vous pouvez éventuellement faire une deuxième relance écrite. Par contre, voilà, ça n'a vraiment aucun intérêt pour les petits montants. Également, il faut savoir donc qu'il est important de toujours noter dans votre relance une date butoir pour pouvoir voilà, ensuite prouver que votre débiteur n'a pas respecté les délais que vous lui avez demandés. Donc, si malheureusement, malgré les relances téléphoniques et écrites, vous n'avez pas de règlement, il faut ensuite passer à la mise en demeure. Donc, c'est un document qui peut également déclencher un règlement. En effet, il est rédigé avec des termes plus solennels et plus juridiques qu'une simple relance. Donc, ça peut impressionner votre débiteur. C'est un courrier qui est indispensable avant toute procédure judiciaire. Donc, il convient de l'envoyer en recommandé avec accusé de réception, en informant donc dans votre courrier en informant le débiteur que sans règlement de sa part dans le délai demandé, vous engagerez une action judiciaire à son encontre. Il faut également que les termes mis en demeure soient mentionnés dans votre courrier pour qu'ils soient reconnus comme tels par le tribunal. Si éventuellement le courrier vous revient sans que le débiteur soit allé le chercher en bureau de poste, donc il est important de ne surtout pas l'ouvrir. Au contraire, il faut le conserver en tant que pièce pour la procédure postérieure. Sinon, le débiteur pourrait invoquer l'excuse que le courrier a pu être substitué par un autre, donc il n'aurait plus de valeur. Si, malgré la mise en demeure, vous n'avez toujours pas de règlement, il sera temps donc de passer à la phase judiciaire. Deux procédures sont possibles, soit l'assignation au tribunal ou l'injonction de payer. En ce qui nous concerne, nous vous conseillons plutôt l'injonction de payer, tout simplement car c'est une procédure qui est moins lourde et qui est moins coûteuse. En effet, c'est une procédure qui ne nécessite pas de prendre un avocat pour les créances de moins de 10 000 €. C'est une procédure écrite qui est envoyée au tribunal, donc il faut constituer un dossier avec des pièces annexes. C'est une procédure qui peut être utilisée dès que la créance a une cause contractuelle. D'où l'importance d'avoir un devis ou un bon de commande ou un contrat signé de la part de votre client ou tout justificatif écrit qui prouve que vous avez bien été mandaté par votre client pour réaliser une prestation. Malheureusement, nous, on constate encore aujourd'hui que beaucoup de clients nous sollicitent pour recouvrer leurs créances, mais n'ont que des factures et des relances à nous transmettre, n'ont pas d'accord signé de la part de leur débiteur. Donc il faut savoir que malheureusement, auprès du tribunal, ça ne suffit généralement pas pour prouver la relation contractuelle. Et donc ça complexifie beaucoup le recouvrement. Donc voilà, au cours de vos relations commerciales, nous vous conseillons vivement de faire signer un contrat ou au moins d'obtenir l'accord écrit de votre client avant de réaliser la prestation, tout simplement pour pouvoir sécuriser vos arrières si besoin. Donc, c'est une procédure qui permet en général d'obtenir une réponse au bout d'un mois de la part du tribunal sous la forme d'une ordonnance. Cette ordonnance, il faut ensuite la faire signifier à votre débiteur en passant par un huissier. Il faut savoir qu'une fois que votre débiteur a été signifié, il dispose d'un délai d'1 mois pour faire opposition à votre procédure. Si il n'a pas fait opposition dans ce délai, vous pouvez ensuite demander au tribunal un certificat de non-opposition qui permettra à l'huissier de pouvoir commencer à faire des saisies sur les comptes bancaires et également sur le matériel de votre débiteur. Donc, à titre d'exemple, je vous propose un calendrier de procédure à mettre en place. Donc, au niveau des délais, donc on voit dans cet exemple que la facture a une date d'échéance à 14 jours. Donc, on propose de faire une première relance téléphonique 5 jours après la date d'échéance de la facture. Si toujours rien, vous pouvez faire ensuite un courrier de relance avant mise en demeure 10 jours après la première relance téléphonique. Ensuite, si vous n'avez pas de réaction, 7 jours après la relance, vous pouvez envoyer un courrier de mise en demeure.
Et finalement, si vous n'avez toujours pas de règlement 7 jours après la mise en demeure, vous pouvez envoyer le dossier au tribunal compétent. Donc, c'est un exemple, hein, donc ce sont des délais qui peuvent être adaptés à votre entreprise ou à votre fonctionnement. Sachez cependant qu'il est important de ne pas traîner et de lancer la procédure rapidement une fois que les factures sont arrivées à échéance. En effet, plus vous tardez, plus la procédure devient complexe et aléatoire, et donc les chances de recouvrer s'amenuisent. Autre raison de bien respecter les délais, c'est simplement le délai de prescription de vos factures. Donc le délai de prescription, c'est simplement le délai pendant lequel vous pouvez intenter une action à l'encontre de votre débiteur s'il ne paye pas la facture concernée. Le point de départ de ce délai, c'est la date d'émission de la facture. Donc, le délai est de 5 ans entre professionnels et seulement 2 ans si votre client est un particulier. Passé cette date, le recouvrement amiable sera toujours possible. Cependant, plus aucune procédure judiciaire ne pourra être mise en place. Il faut également noter que beaucoup de débiteurs sont au courant de ces délais et essayent de jouer la montre quand vous les relancez pour pouvoir, une fois que la facture est prescrite, vous rétorquer qu'ils ne sont plus obligés de la régler. Donc, les avantages que nous pouvons constater suite à la mise en place de ces procédures. Premièrement, nous avons pu constater donc une réduction des délais de paiement, également une diminution des créances clients et également, donc par conséquent, une augmentation de la trésorerie et la santé financière de l'entreprise préservée. Pour atteindre ces objectifs, il faut donc être très rigoureux dans la procédure et bien respecter les délais pour ne pas jouer le jeu des débiteurs. C'est un investissement en temps, mais qui est vite rentabilisé par les montants que vous récupérerez. Alors, si jamais, malgré tout, vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas mettre en place ces procédures, sachez que nous pouvons vous proposer de réaliser cette mission pour vous si vous le souhaitez, ainsi que d'autres missions également qui sont liées au recouvrement des créances, notamment le commandement de payer les loyers, l'opposition à la cession de fonds de commerce ou encore la déclaration de créances si jamais votre débiteur passait en procédure collective. Voilà, donc c'est la fin de ce webinaire. Je me tiens à votre disposition si vous avez également des questions à ce sujet ou si vous avez d'autres questions concernant la première partie, concernant le logiciel MEG. Donc, il n'y a pas de questions pour le moment. Ah, si. Ah, c'était clair alors s'il n'y a pas de questions. Oui, effectivement, pour les retardataires, il y aura donc un replay qui vous sera transmis par la suite. Et donc, vous avez également les coordonnées de contact du service recouvrement si jamais vous souhaitez effectivement nous confier des missions ou même si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter, nous pourrons y répondre avec plaisir. De mon côté, juste pour rajouter une chose, en effet, le recouvrement, c'est quelque chose d'important parce que souvent, on se rend compte dans les entreprises, on a des ratios et on va s'indiquer, je vais dire par exemple une facture de 10 000 € sur un chiffre d'affaires de 100 000 €. On va se dire, bon, bah, c'est tout, si elle n'est pas payée, ça ne représente pas forcément un pourcentage forcément important par rapport au chiffre d'affaires. Par contre, peut-être que l'entreprise qui fait 200 000 € de chiffre d'affaires, en temps normal, elle fait peut-être que 40 000 € de résultat, ce qui est quelque chose qui est déjà très bien pour les 200 000 € de chiffre d'affaires. Mais du coup, les 10 000 € d'impact de non-recouvrement de la créance, bah, finalement, c'est pas 10 000 € sur 200 000 qu'il faut regarder, mais c'est 10 000 € sur 40 000. Et là, la proportion est tout de suite beaucoup plus importante. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est quand même très important de devoir recouvrer. Et notamment, bah, quand vous avez travaillé sur des éléments, sur des chantiers, sur des missions pour vos clients, etc., il est aussi normal de pouvoir être payé de la prestation que vous avez effectuée. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter directement les personnes qui sont en charge de vos dossiers. Elles pourront vous mettre en relation à la fois avec le service recouvrement FCN, ou sinon, bah, là, vous avez les informations, vous pouvez les contacter. Et puis bah, donc, s'il n'y a pas de questions, bah, on va vous abandonner ici. Mmh. Donc,
À bientôt pour un prochain webinaire. Et puis, d'ici là, n'hésitez pas à revenir vers nous et vers vos conseillers FCN si vous avez des questions. Merci de votre attention et bonne journée. Bonne journée à tous. Merci.